Sunderlight Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzianini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste où aujourd'hui nous allons parler d'un sujet passionnant, les algorithmes. Alors est-ce qu'on peut gagner le Tour de France, le Giro, la Vuelta en utilisant les algorithmes ? C'est la réponse que nous allons essayer de vous donner. Pour cela, je suis entouré de deux spécialistes. Bonjour, bienvenue à vous et je vais vous laisser vous présenter. Bonjour Arnaud, je m'appelle Valentin Gallet, j'ai 36 ans. J'ai fait beaucoup de vélo étant plus jeune, j'ai couru jusqu'en première catégorie et ensuite j'ai aussi couplé ça à pas mal d'études parce que j'ai un doctorat en physique et un master en data science et surtout j'ai eu l'occasion de travailler pendant 2 saisons pour l'équipe Sky en tant que sport et data scientist pour lequel j'ai développé pas mal d'algorithmes. Donc ensuite, suite à ça, j'ai monté ma structure avec mon associé Kylian qui est là aujourd'hui. Je vais laisser se présenter. Bonjour Arnaud, Kylian. Multi-entrepreneur quand j'étais étudiant et j'ai rencontré Valentin durant mes études. J'étais en mathématiques et j'avais déjà un projet en tête qui était similaire à celui qu'avait Valentin, c'est-à-dire optimiser la performance et apporter les outils des pros pour les amateurs. Voilà, et Bon, je suis aussi sujet passionnant. Sujet passionnant. On va rentrer dans le détail de tout ça. Merci pour les présentations. Alors, gagner un grand tour en utilisant les algorithmes est une tâche probablement complexe. Vous allez nous expliquer ça, mais peut-être que c'est la réalité. Le niveau de performance nécessaire dans cette compétition dépend de nombreux facteurs, tels que le niveau de forme physique, la stratégie de course, la gestion de l'effort, l'équipe de support. On va parler de tout ça, mais si on rentrait ou si on commençait par évoquer la première des choses, algorithme, moi je pense à données, analyse des datas, analyse des données. Alors là, je laisse la parole aux professionnels, mais qu'est-ce qu'un algorithme, s'il y avait une définition à donner sur un algorithme, et comment est-ce qu'on peut analyser cette donnée-là en fait ? Qu'est-ce que l'on peut en faire ? Pour répondre de façon assez condensée à cette question, un algorithme, ça va permettre justement de pouvoir calculer des choses de manière théorique, donc déterminer un certain nombre de paramètres. On rentrera en détail plus précisément sur ce qu'on peut faire avec des algorithmes, et justement être en mesure de pouvoir estimer des choses qui soit sont pas possibles à déterminer d'une autre manière, soit vont prendre beaucoup de temps ou sont très coûteuses. Donc en général, dans le domaine du cyclisme, on va partir des données qui vont être mesurées pendant les séances d'entraînement. Donc on peut enregistrer avec un compteur de vélo et tous les capteurs qui s'y connectent, capteurs de puissance, ceinture de fréquence cardiaque, cadence, etc. Et puis ensuite, on va ajouter un certain nombre de modèles, de techniques pour aller calculer de nouveaux paramètres. Donc ça peut être des algorithmes de data science ou d'intelligence artificielle qui sont très tendance en ce moment. Ça peut être aussi utilisé de la modélisation physique pour aller calculer l'aéro d'un coureur ou aussi la gestion de l'effort, etc. Alors toi, très clairement, ton rôle, ton job, c'était de recevoir des données et en fonction de l'objectif de les traiter pour donner une indication d'un comportement, d'une modification de position, d'une intensité de puissance, parce qu'on a eu l'occasion de déjeuner ensemble la semaine dernière et tu m'expliquais que notamment au niveau du développement de la puissance, le fait de ne pas tout le temps être à bloc, mais vraiment de gérer son développement de puissance pouvait avoir un impact très très important sur le temps final, notamment en contre-la-montre. Et tout ce calcul permettait d'avoir des projections, c'est ça ? Pour rentrer un peu plus en détail justement sur mon expérience au sein de l'équipe Sky, donc j'ai eu de la chance d'y être sur les années 2017-2018, donc vraiment l'âge d'or, au moment où Chris Froome a remporté les 3 grands tours d'affilée, ce qui s'était pas fait depuis pratiquement 30 ans. Et ce que je faisais en particulier au sein de l'équipe, c'était tout ce qui était gestion de l'effort en contre-la-montre. Donc comment prendre en compte les paramètres du coureur, du parcours aussi, le profil, la distance, Les aspects météo également peut-être, non ? Vous le preniez la météo, le vent,
l'aérodynamisme aussi du coureur, parce que là l'avantage quand on travaille avec une équipe professionnelle, c'est qu'on a vraiment accès à toutes les données, puisqu'ils peuvent aller faire des tests en soufflerie, donc on avait accès au CX, et quand on couple tout ça avec un modèle justement de modélisation physique, donc c'est juste des équations d'un modèle mécanique qui sont basées sur les équations Alors, de Newton. Quand tu dis c'est juste pour toi, pour moi très clairement c'est pas juste des équations, tu vois. Mais c'est juste pour dire que ça part d'un modèle physique, donc des équations physiques, c'est vraiment de la science, et ensuite on va appliquer ça au monde réel. Et ça va permettre de pouvoir voir en fait sur quelle région d'un contre-la-montre donné il est le plus intéressant de fournir un peu plus de puissance et de récupérer sur des régions où c'est moins intéressant. Donc de manière assez logique, il faut essayer de développer plus de puissance en montée et essayer de récupérer de ces efforts additionnels en descente et sur le plat. Et quand vous avez appliqué ce modèle, c'est ce que tu me disais la dernière fois, le temps, le gain de temps à la fin est considérable pour un chrono. Je peux donner l'exemple, par exemple, d'une simulation que j'avais fait pour les championnats du monde à Bergen en 2017, où j'avais comparé une stratégie de gestion de l'effort où on allait à une puissance constante tout du long de la course, et puis une gestion de l'effort optimale où justement on va faire varier sa puissance, développer plus de puissance dans les côtes et récupérer de ces efforts additionnels sur les autres sections du parcours. Et là on gagnait 1 minute 30. Donc c'est vraiment colossal. Quand on regarde l'écart, il y avait moins d'écart entre le premier et le 10e ou le 12e de mémoire. Alors bien sûr dans les faits, la plupart des professionnels se connaissent et gèrent bien leur effort. Après la différence qu'il va y avoir, c'est justement entre savoir ce qu'il faut faire exactement et puis avoir l'impression basée sur ses sensations que on fournit l'effort adéquat. Et là je dirais que si on veut donner une différence de temps, on doit être sur entre 30 et 45 secondes, donc ce qui reste encore non négligeable. C'est super intéressant. Je reviens sur la Sky, c'est vrai qu'ils ont quand même été précurseurs dans tout ce travail de ce qu'on peut appeler de gains marginaux, qui au final c'est plus vraiment des gains marginaux, mais on discutait également de comment la Sky a récupéré, on va dire, toute cette data. À la base, tu m'expliquais que ça part de cette volonté de développer le cyclisme sur piste, parce que c'était la discipline la plus rentable ou efficace, on va dire ça comme ça, aux Jeux Olympiques, c'est ça? Moi, j'ai trouvé l'histoire super intéressante. Ouais, c'est pour ça que je me permets de le placer. Pour refaire pour donner un peu plus de détails là-dessus. Un peu d'histoire, ça va faire plaisir à JP Ferreira, qui anime le podcast dans l'atelier. Dans le début des années 2000, fin des années même 90, en fait, il y a une réflexion qui a été entamée au sein de la fédération anglaise britannique même de cyclisme, et ils se sont dit comment on peut faire en sorte d'avoir plus de crédibilité, de rayonner plus grâce à notre sport. Et ils sont arrivés à la conclusion assez simple que en fait le cyclisme, le moment où on suivait le plus de sport de manière générale, c'était pendant les Jeux Olympiques. Et puis il se trouve que pour avoir des médailles olympiques, le sport qui en procure le plus dans les thématiques du cyclisme, c'était le cyclisme sur piste. Et donc, ce qu'ils se sont dit, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire avec tous les moyens dont on dispose pour essayer d'améliorer les performances de nos athlètes. Et là, ils sont vraiment orientés sur des solutions scientifiques, donc faire appel à des experts extérieurs, pas travailler seulement avec les compétences en interne, et puis coupler ça aussi avec des innovations technologiques, matérielles. Et ça leur a permis de passer... C'était une nation qui était vraiment inexistante sur la piste en termes de résultats. Ils avaient peut-être gagné 1 ou 2 médailles sur toutes les Olympiades précédentes. Et à partir du début des années 2000, c'était la meilleure nation du monde, juste en introduisant de la science. Donc, c'est incroyable l'impact que peut avoir, en tout cas l'histoire que tu viens de nous décrire. Moi, je trouve ça très très intéressant. Mais quel est est-ce que toi, quand tu étais donc au contact des équipes professionnelles, est-ce que tu avais un contact direct avec les coureurs ou est-ce que ça passait par leurs entraîneurs? En fait, le but de ma question, c'est quel est le rapport qu'ont les coureurs professionnels avec la data, avec la donnée? Est-ce qu'ils s'y intéressent? Est-ce qu'ils l'utilisent? Est-ce qu'ils essaient de comprendre ou est-ce qu'ils appliquent juste ce qu'on leur demande de faire? Je pense que c'est très disparate. Ça va dépendre d'un coureur à l'autre. Il y en a qui veulent pratiquement même pas en entendre parler.
limite ils ont pas de compteur de vélo pour exagérer un petit peu, mais d'autres qui vont être très très intéressés. Après néanmoins ça reste un travail à part entière de pouvoir développer ces algorithmes et la partie scientifique. Donc ça c'est quand même réservé aux membres du staff. Donc c'est vrai que l'analyse des données, c'est ce qui va permettre de prendre une décision éclairée sur la stratégie de course, les moments clés pour attaquer ou pour développer sa puissance, mais aussi récupérer et adapter une tactique en conséquence. Donc là j'imagine j'ai peut-être raté une carrière professionnelle, je n'ai jamais été professionnel parce que j'avais pas du tout physiologiquement les capacités pour, mais peut-être que je pourrais m'orienter sur de l'analyse de la stratégie parce que ça me passionne, donc un jour pourquoi pas. Mais derrière tout ça, cette analyse de données va être transférée vers de la modélisation de la performance. Et est-ce que là, j'allais dire on est presque mais peut-être qu'on y est déjà, dans de l'intelligence artificielle, de la prédictibilité, c'est-à-dire qu'une fois que tu as tes données, tu as fait tes algorithmes qui vont te donner un résultat, est-ce que derrière, on peut aller vers de la prédictibilité ? Typiquement, moi, c'est ce que je faisais au sein de l'équipe Sky, puisque j'allais donner ces stratégies de gestion de l'effort, que ce soit en contre-la-montre individuelle ou par équipe. Donc, c'était vraiment de la prédiction, basée sur les capacités des coureurs. Le parcours de la course, j'allais vraiment faire tout ce côté prédictif. Donc, évidemment, c'est possible. Après, l'intelligence artificielle, je dirais que c'est pour moi quelque chose qui va venir en second temps. C'est-à-dire que déjà, on peut avoir des algorithmes qui sont basés plus sur de la modélisation physique ou physiologique, donc ils vont vraiment être des équations, pour dire les choses clairement. Et ensuite, certains paramètres dans ces modèles, on va aller les calculer de manière statistique grâce à des modèles de machine learning, donc basés sur toutes les données qu'on a pu recueillir durant des années. Oui, parce que c'est ça en fait, c'est de la captation de data. Plus tu as de data, plus ça va alimenter justement cette réflexion et te donner un résultat très précis. Exactement. Et si on peut, pour donner un peu un ordre d'idée du nombre de données qui sont calculées, il faut savoir qu'avec les compteurs actuels, on va enregistrer à peu près un point toutes les secondes. Donc pour chaque point, on va aller mesurer la puissance, la distance, l'altitude, la vitesse, la fréquence cardiaque, la cadence et encore tout un tas d'autres paramètres. Donc ça veut dire que sur un entraînement de 3 heures, on va déjà avoir peut-être 50-60 000 points de données. Donc quand on sait ce que les coureurs professionnels courent chaque année, ça fait vraiment des volumes de données qui sont monstrueux sur plusieurs années et duquel on peut vraiment extraire des paramètres et aller optimiser encore plus la performance. Alors toi qui es au contact des meilleurs, parce que tu parles de Froome à l'époque où tu étais là-bas, très clairement c'était juste l'époque fantastique, mais est-ce que l'impact du textile était mesuré? Est-ce que l'impact du textile était développé? Les casques, le matériel, est-ce que tout ça, tu as également travaillé sur ce type de recherche-là? Alors moi j'allais calculer ça. Effectivement, j'ai plusieurs exemples à donner. Je pense une anecdote qui est assez, deux anecdotes qui sont assez amusantes sur le travail que je faisais. Moi je le faisais toujours en lien. L'idée vraiment de mon travail, c'était de quantifier certaines améliorations en termes de performance. Et même je pense pour des coureurs amateurs, quand on leur dit tu gagnes 30 watts sur une heure, c'est pas forcément très parlant. Si on leur dit par contre sur ce championnat de contre-la-montre que tu as fait l'année dernière, ça te permet de gagner 25 secondes, c'est beaucoup plus parlant. Et du coup, les deux anecdotes que j'ai pour montrer à quel point ils allaient loin dans l'optimisation de la performance, c'est que je me souviens d'une étude qu'ils avaient fait où ils étaient allés peser les chaussures de vélo par temps sec et par temps mouillé pour savoir en fait laquelle était la plus légère en fonction du temps. Et il se trouvait que c'était pas la même paire, donc c'est-à-dire que les coureurs n'utilisaient pas les mêmes paires de chaussures en fonction du temps. Donc ça c'est quand même assez incroyable. Et l'autre anecdote qui est très amusante, c'était avec un coureur qui a été champion du monde de contre-la-montre. Et lui, il était en partenariat avec une marque, je crois que c'était BioRacer à l'époque, qui lui faisait une combinaison aérodynamique, et il jurait que par cette combinaison. Et ils avaient fait des tests en soufflerie, la partie performance de l'équipe Sky, et ils avaient du coup comparé cette combinaison avec la combinaison Castelli qui était la combinaison de base de l'équipe à cette époque. Et en fait ils avaient des données. Est-ce que ce coureur est toujours en activité ou pas? Non. Non, il est à la retraite. À côté de ça, c'était un coureur très brillant, mais et du coup qui a gagné le Tour même, non? Non. Ah non, ok. Et donc l'idée c'est que ils m'ont donné les données brutes qu'ils avaient en soufflerie, donc en gros quel était le CX en fonction de la vitesse,
Et à partir de ça, moi je les ai rentrés dans un modèle sur un parcours en particulier. C'était encore une fois les championnats du monde de Bergen. Et là, ils s'apercevaient qu'avec la combinaison, ils gagnaient 30 secondes avec la combinaison Castelli. Et en 2-3 secondes, il a dit, bah non, je veux plus de la BioRacer. Donc dès qu'on arrive à donner concrètement des insights, tu vois, quand tu vois le déploiement d'énergie, surtout en chrono, où tu as déjà le sang dans la bouche tout le temps, et là 30 secondes, bon bah là effectivement je comprends que ça parle directement, quoi. Et comment les managers l'utilisent? Est-ce que l'algorithme, parce que là on parle de gagner les grands tours, les grands tours se gagnent sur le vélo, mais aussi dans les voitures suiveuses, le soir à l'hôtel, dans l'analyse des données et dans la définition de la stratégie, comment le manager lui peut utiliser l'algorithme dans la définition de sa stratégie avec ses coureurs? Alors il y a une réponse en fonction des étapes, en fonction peut-être du profil. Il y a une réponse qui va être très simple, c'est tout ce qui va être la partie contre-la-montre par équipe. Parce que là, effectivement, basé sur des algorithmes, on va pouvoir déterminer ce que chaque coureur doit fournir comme effort quand il est en tête, quand il prend le relais, à quel moment il doit prendre le relais. Ce que tu veux dire, c'est que sur les chronos par équipe, il y a pas nous qui sommes spectateurs, on est devant notre écran, on regarde, on les voit tourner, prendre des relais, voilà. Mais ce que tu veux me dire, c'est que en réalité, il n'y a pas de hasard. Chacun sait précisément à quel kilomètre, plus ou moins, il doit prendre son relais. Je peux pas parler pour toutes les équipes. En tout cas, quand j'étais dans l'équipe Sky, ça se passait comme ça, ouais. En tout cas, sur les grandes courses et sur les grands contre-la-montre par équipe. Ah, ça c'est bluffant. Alors c'est vrai que au moment où on enregistre l'épisode, la série Netflix bat son plein sur le Tour de France, elle vient juste de sortir. On y voit les coulisses de l'intérieur. Toi, en regardant cette série, est-ce que tu as découvert je sais pas si tu l'as regardé déjà. Non, pour être franc, je l'ai pas regardé, mais elle est sur ma liste. C'est quelque chose qui m'intéresse. Bon, c'est vrai que c'est vrai qu'on voit qu'effectivement à ce niveau-là, rien n'est laissé au hasard. Et tu parlais de la Sky, donc une équipe que tu as bien connue. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres équipes selon toi qui se sont inspirées de ce modèle-là et qui l'ont même poussé à l'extrême? Moi, je pense à Jumbo notamment. Quel parallèle tu fais avec ça? Bah, je pense que maintenant, oui, les équipes ont vu vraiment l'impact que ça, et beaucoup d'équipes s'y sont mis d'une façon plus ou moins poussée. Je pense que les deux équipes qui ont le lead sur cette partie-là, ça reste Ineos et la Jumbo-Visma qui fait aussi des choses très très poussées, peut-être même plus poussées que Ineos sur certains points. Je pense notamment à l'aérodynamisme, où ils ont des partenariats avec des universités en Hollande qui sont réputées là-dessus. Donc là, il y a un gros travail qui est fait par ces deux équipes. Et d'ailleurs, on voit aussi l'évolution, je dirais, scientifique de la pratique du cyclisme sur les cadres, sur des choses aussi petit à petit qu'on voit apparaître. Je pense notamment aux chaussettes. Maintenant, tous les coureurs, ils ont des chaussettes qui arrivent à mi-mollet. Mi-mollet, ouais. Parce que c'est vrai que là, on parle algorithme, on pense tout de suite aux performances du coureur, mais pas que. Il y a forcément des calculs mathématiques que tu dois faire sur des cadres. Sur des chaussettes, sur une hauteur de chaussettes peut-être. Alors ça a été réglementé, mais on a encore certaines images où on voit certains coureurs où c'est quand même très très haut. Peut-être même les gants, peut-être même les cagoules c'est la Quick-Step, je crois, qui équipe tous ces coureurs de cagoules. Tout ça, c'est des modèles sur lesquels tu as travaillé et qui pourraient permettre de gagner un grand tour. Alors moi, j'ai pas trop travaillé sur la partie des modèles sur l'aérodynamisme, parce qu'en fait c'est surtout ça qu'on veut voir avec quand on va travailler sur les textiles ou sur les casques, ça va vraiment être la partie aérodynamique. Ça, j'ai moins travaillé dessus. En fait, il y a deux moyens d'aller mesurer l'aérodynamisme d'un élément ou même du coureur dans son ensemble. Ça va être des tests en soufflerie et ça va être des simulations numériques, donc qui sont basées sur des modèles physiques. Ça, c'est des modèles qui sont très complexes, qu'en général, il faut faire tourner sur des ordinateurs très puissants, souvent des supercalculateurs, des simulations qui prennent énormément de temps, parce qu'en fait, on va aller envoyer un flux de particules et on va voir comment ce flux de particules se comporte quand il arrive sur l'utilisateur. Et pour avoir quelque chose de précis, il faut envoyer énormément de particules, et donc ça fait des calculs qui sont très longs à lancer. Mais ça, c'est vraiment utilisé pour tout le développement de matériel aérodynamique, surtout au début, c'est-à-dire avant, dans la phase de prototypage. Et ensuite, quand on a vraiment le matériel qui est disponible, on peut aller finaliser les choses en soufflerie. En soufflerie, bon, intéressant. Et on va arriver sur l'optimisation de la tactique de course, de la stratégie grâce aux algorithmes. Aujourd'hui, est-ce que les entraîneurs, les directeurs de course, les data scientists travaillent, je ne sais pas si je peux dire en live ou en direct, mais est-ce que tout le travail que tu faisais se faisait en amont, ou est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les algorithmes peuvent être... Les résultats mathématiques peuvent être calculés pendant un événement et peuvent avoir un impact sur le résultat.
et non pas des jours avant où tu vois, tu définis ta stratégie la veille, tu la partages à l'équipe, où tu fais tes choix en amont. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les algorithmes peuvent avoir un impact pendant l'épreuve ? Alors clairement, c'est possible. Est-ce que c'est fait à l'heure actuelle ? Ça, je saurais pas dire. J'aurais tendance à dire que non, mais je pense que là, il y a une énorme marge de progression. Après, il faut regarder aussi tout ce qui est législation. Est-ce que c'est autorisé ? Mais de récupérer les données en temps réel, de faire tourner des algorithmes en temps réel pour pouvoir adapter la stratégie en course, ça me semble trop tôt. Évident. Mais penses, ouais. un jour, c'est pas le cas à l'heure actuelle, mais un jour ça arrivera, sauf si c'est réglementé. Mais oui, et nous par exemple, parce que on a développé, on développe une startup et on a développé un petit, on peut dire un petit widget qu'on peut installer sur un compteur de vélo et qui représente la barre d'énergie. Donc en gros toute la réserve d'énergie anaérobique qu'on va avoir et qui va se vider ou se recharger en fonction des efforts fournis, donc basé sur des données de puissance. Ça c'est des modèles que j'ai développés et qui ont montré des très bons résultats. Donc ça suit vraiment en fonction des efforts, est-ce que la barre elle va se vider et se recharger. Et donc on pourrait imaginer d'utiliser des données comme ça en temps réel pour aller gérer le train d'une équipe dans la dernière ascension d'une étape de montagne par exemple. Carrément, parce que c'est vrai que quand je te pose cette question, moi je pense à d'autres sports qui, eux, en live, ont la stratégie de l'équipe adverse, donc peuvent orienter, je pense au foot, à tous les sports collectifs, où les stades sont équipés de caméras. Et quand on voit tous ces entraîneurs avec sur leurs écrans ou des iPads, enfin, je veux dire, ils ne regardent pas que le score. Hein. C'est des datas qui leur sont fournies en instant T sur le déplacement des joueurs de l'équipe adverse, donc leur stratégie, et comment potentiellement leur propre équipe pourrait interagir pour contrer cette stratégie. Tout ça, c'est des choses qui, c'est pas le futur, ça existe, c'est vendu sous différents modèles dans les équipes, enfin dans les stades notamment, c'est les stades qui sont équipés. Et effectivement, je me dirais que ça serait drôlement ça serait le futur que les équipes pro en cyclisme puissent être équipées de cette manière-là pour pouvoir avoir une stratégie très orientée en fonction de ces statistiques-là. Et moi, quand je pense aussi à ça, je pense au Giro, parce que je trouve que le Giro, en tant que spectateur, c'est le tour, le plus spectaculaire, mais je trouve qu'ils sont très innovants en termes de data mise à l'écran. Quand tu sais c'est pas la sécurité, mais la confidentialité qu'il faut avoir autour d'un data. Moi, quand je vois le cardio de Van Der Poel affiché à l'écran sur des tables du Giro, je me dis waouh, est-ce que c'est le futur ? Est-ce que ça, tu penses, toi, en tant que mathématicien, data scientist, est-ce que tu penses que c'est des choses qui vont se démocratiser ? Là, il y a un double problème sur, je pense, le fait de voir ces données à l'écran. Déjà, faut que ça soit accepté par les équipes professionnelles. Et je pense beaucoup, pas forcément à juste titre, ça c'est juste une idée personnelle, mais sont contre le fait de rendre public ces données. Donc ça, c'est un facteur bloquant. Après, l'autre facteur, c'est aussi quel est le public qui va assister à ces événements. C'est vrai que le Giro, c'est quand même une course d'experts si on veut comparer au Tour de France. Tu penses que c'est trop pointu quelque part ? C'est vraiment dédié à un monde de spécialistes ? En fait, je pense que ça dépend de la façon dont on affiche ce qu'on mesure. C'est-à-dire que si on va juste donner la puissance, par exemple, ou la fréquence cardiaque, peut-être que pour beaucoup de gens, ça va être déjà trop. Par contre, si après on utilisait des algorithmes, et je pense notamment à ce que nous on a fait avec un système un peu de barre de vie, ça pourrait rendre au contraire les choses extrêmement ludiques et très très intéressantes, et de comprendre aussi peut-être beaucoup mieux les stratégies pour des novices, en voyant que en fait tout ce qui est mis en place, ça permet de fatiguer le leader, de fatiguer les équipiers. Exactement. et de pouvoir arriver à la stratégie serait complètement différente. C'est vrai que là on rentre dans le 4e point qui est la gestion de l'effort, comment les algorithmes peuvent être utilisés pour optimiser la gestion de l'effort. Moi, ce que vous avez partagé lors de notre première rencontre, mais moi j'organise une épreuve d'ultra-distance et sur le suivi GPS, j'arrête pas de challenger mes prestataires en leur disant je veux de la donnée à l'écran en fait. Je veux savoir mon coureur quand il grimpe le galibier à combien il est de watts et en plus tu parles de la barre d'énergie, on va en parler après tout à l'heure dans ce que vous développez, mais cette fameuse barre d'énergie, je rêverais de la voir sur chacun de mes coureurs, qui permettrait de calculer en fonction de leur temps d'arrêt, parce qu'avec le GPS tu sais combien de temps ils se sont arrêtés, la puissance qu'ils développent, la fréquence cardiaque, où est-ce qu'ils en sont dans leur barre d'énergie. Et je trouve qu'en termes de stratégie, mais ça changerait tout. Et est-ce que tu penses également, est-ce que vous pensez que c'est culturel ? C'est-à-dire que quel lien, nous, en France, on a avec les datas ?
et est-ce qu'elle est différente avec les Anglais, avec les Suisses, les Italiens, les Américains? Est-ce que de par vos différentes expériences, il y a un constat qui peut être fait par rapport à ça? Dans le domaine du cyclisme, oui, il y a une énorme différence pour tout un tas de raisons. Et je pense que c'est pas un hasard si, par exemple, les Anglais ou même les Hollandais, donc on peut presque dire une approche un peu anglo-saxonne de la performance, on la voit aussi au plus haut niveau. Et souvent, toute la partie aussi sur... on me pose souvent cette question, pourquoi l'équipe Sky a réussi, pourquoi elle a réussi à faire des choses et à dominer le cyclisme à ce point-là. On a beaucoup parlé des gains marginaux. Pour moi, ce qui a vraiment fait la différence avec cette équipe, c'était son ouverture d'esprit, son humilité, où ils se sont dit, en fait, nous, on sait pas tout faire, on peut pas tout faire en interne, et on va faire appel aux meilleurs experts tout autour de la planète sur différents sujets pour aller vraiment plus loin que les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi énormément à la Jumbo-Visma, où eux aussi, ils vont aller travailler en externe. Et c'est vrai qu'en France, on est beaucoup plus frileux vis-à-vis de cette approche-là. De partager des données, éventuellement, ouais. Où on va vraiment préférer travailler essentiellement en interne. Et je pense que c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas des coureurs français qui soient plus performants, parce qu'on a quand même, je pense, un réservoir, et c'est un sport qui est beaucoup pratiqué en France. Et néanmoins, on voit assez peu de coureurs émerger. Alors peut-être à l'exception, je dirais, de Thibaut Pinot en 2019, qui vraisemblablement, s'il s'était pas blessé, avait une très très bonne chance de gagner le Tour de France. Sinon, il faut reconnaître que depuis le dernier vainqueur, il y a une trentaine d'années, Alors j'ai un exemple pour toi. Est-ce que tu penses que le changement d'équipe pour un coureur français comme Christophe Laporte a été une révélation, et est-ce que tu penses que son gain, ou en tout cas sa mise à l'écran, ou son explosion sportive est en partie, parce qu'il n'y a probablement pas que ça, mais en partie dû à ces petits gains marginaux qu'on a su calculer, lui apporter de la data, ce genre de choses? Oui, évidemment. Clairement, et il l'a même reconnu qu'il s'entraînait différemment, et puis en plus il est allé, je pense, dans la meilleure équipe du monde à ce niveau-là. Aujourd'hui, très clairement. Donc ça c'est sûr que ça l'a beaucoup apporté, et ça se retrouve dans plein de points. C'est effectivement peut-être une meilleure façon de s'entraîner, là on gagne quelques watts, mais ça va être une meilleure aérodynamisme, aussi une équipe qui est très forte, et donc qui peut être là et l'aider le jour des événements. Je pense qu'il profite aussi d'un avantage sur certaines courses, c'est que c'était pas forcément le leader désigné, donc il avait aussi un peu de liberté, et les autres coureurs, les adversaires, lui laissaient aussi un peu de liberté parce qu'ils étaient peut-être plus focalisés sur Wout van Aert. Donc ça l'a aidé aussi probablement à émerger comme il l'a fait. Mais ce que je trouve le plus surprenant avec ce coureur, c'est que c'était déjà un très bon coureur quand il était à Cofidis, mais c'est qu'il était à la base sprinter, et maintenant il est bon en sprint, très clairement, il gagne des étapes au sprint, encore, mais pas que. La semaine dernière, je crois, sur le Dauphiné. Ouais, c'est ça, où il gagne au sprint. Et alors que tout le monde, effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tout le monde a dit, était surpris qu'il gagne au sprint, mais à la base, c'était un sprinter. C'est ça. Et il s'est vraiment amélioré aussi plus sur le fond, puisque maintenant, contre la montre, il se défend relativement bien, et sur les Flandriennes, surtout sur la partie, les courses sur pavé, il est vraiment devenu un des meilleurs mondiaux. Donc, Et c'est vrai qu'on parle d'algorithmes, de puissance d'algorithmes qui sont liés à l'effort, mais est-ce qu'il y a aussi des algorithmes très efficaces et avec des indicateurs puissants sur ce qu'il y a à côté du vélo? Alors je pense au repos, je pense à la nutrition, je pense au sommeil. Est-ce qu'il y a aussi Est-ce que tu as travaillé, ou est-ce que certains de tes confrères ont travaillé sur cet impact de cette data-là? je pense que... Parce que le sommeil aujourd'hui, c'est une data qui arrive vraiment très très fort. On analyse le sommeil, on peut tous d'ailleurs avoir des bracelets à analyser son sommeil, mais est-ce que ça peut avoir un impact? Parce qu'on parle de gagner un tour avec l'algorithme, on pense à l'effort, mais peut-être que ça peut se gagner dans la récupération, dans la nutrition, ce genre de choses. Probablement. Je pense pas que ça soit vraiment très poussé, la partie algorithmie sur ces domaines-là. Évidemment, la nutrition, c'est quelque chose qui est mis en place dans ces équipes-là. Toute la partie récupération, sommeil, kiné, évidemment, c'est des choses qui sont mises en place aussi dans toutes les équipes professionnelles. Après, je pense pas qu'on ait cherché jusqu'à présent à beaucoup le modéliser. Je pense qu'on est au balbutiement aussi de l'utilisation de la science dans le sport. Et du coup, on se concentre sur
là on a l'impression qu'il y a le gain le plus important, c'est-à-dire vraiment pendant l'effort, autour de l'effort. Mais après, quand on aura à peu près gagné tout ce qu'on pouvait gagner sur ces domaines-là, c'est évident qu'on ira sur des sujets annexes et périphériques. Alors toi qui es probablement très pragmatique, quand tu as un coureur en face de toi qui te dit « Ouais, mais moi, je préfère être aux sensations », qu'est-ce que tu lui réponds ? Je dirais qu'il a pas forcément totalement tort. Ça veut dire que et je pense que ça devra toujours rester, tous ces outils-là, des aides à la décision. Il faut pas que ça remplace la décision, et c'est vraiment bien qu'il y ait un humain derrière, un entraîneur, un coach, un directeur sportif, pour interpréter ces résultats, et prendre aussi en compte la personne qui est en face de lui, parce que au final, ça reste de l'humain, et c'est ça aussi qui permet de se transcender. Je pense c'est des choses qui échappent à la performance pure. Donc toi, par exemple, tu as eu sous les yeux, ça t'est arrivé d'avoir sous les yeux des datas de ouf, bien meilleurs que celui qui allait gagner la course, par exemple, ou qui était le leader de l'équipe. Mais par contre, le mental, ou la personne, ou l'état d'esprit, préférait être plus sur des sensations plutôt que d'optimiser ces datas. Je sais pas si je pourrais le tourner comme ça, mais il y a déjà quelque chose qui est admis maintenant, c'est que la vraie différence sur les gens qui gagnent un grand tour, par exemple, c'est pas tant la puissance qu'ils peuvent sortir sur 20 ou 25 minutes, parce qu'il n'y a pas forcément des écarts très importants avec les autres coureurs. C'est ce qu'ils sont capables de faire après 3 semaines d'effort et une étape de 180 bornes. Comment ils résistent à la fatigue. Et c'est là qu'il y a un fossé énorme qui se creuse avec les autres coureurs. Donc il y a probablement une réponse physiologique de l'organisme, très clairement, mais aussi un aspect mental, je pense, qui joue beaucoup. Bon, ça, on pourrait en parler des heures, mais aujourd'hui, s'il y avait, selon toi, un algorithme vedette, ça serait quoi l'algorithme sur lequel tu as pu travailler ou une data qui, pour toi, c'est l'algorithme vedette, tu vois, c'est sans ça, tu peux rien faire, ou c'est vraiment la star de l'algorithme, quoi. Je dirais l'algorithme cœur de tout ce qu'on a pu développer, c'est vraiment un algorithme qui va être capable d'estimer, de prédire tes capacités physiques maximales. Donc, typiquement, pour rentrer un peu plus dans les détails, ton profil de puissance record, donc quelle puissance maximale t'es capable de développer en fonction du temps, reconstruire tout ce profil-là. Donc on va pouvoir te dire comme ça, précisément, au bout de 20 minutes, t'es capable de développer 350 watts, au bout d'1 heure, t'es capable de développer 300 watts, etc. Et ça, en fait, ce que nous, on a développé, et ce qui est assez unique sur le marché, qu'à mon sens, on retrouve pas, c'est que on n'oblige pas le coureur à réaliser des tests à intensité maximale. Donc il va juste s'entraîner, il a son capteur de puissance, sa ceinture de fréquence cardiaque, et on va lui dire, il peut faire ce qu'il veut pendant l'entraînement, même de la récupération, on va lui dire, là t'es capable de développer 350 watts sur 1 heure par exemple. Et à côté de ça, on a aussi couplé aussi un modèle physiologique à ça, qui va permettre d'estimer le profil de fatigue. Donc justement, on en parlait dans la question précédente, mais comment la fatigue va impacter le coureur. Donc après une charge de travail donnée, quelle va être la baisse de puissance qu'il va rencontrer. Et donc ça, je dirais que c'est vraiment le cœur, parce que ça permet de quantifier vraiment le potentiel de la personne, et après de pouvoir lui faire des recommandations sur son entraînement, etc., puisque tout ça c'est basé sur ses capacités physiques. Donc en fait, tu vois, j'ai une remarque quand tu nous décris ça, c'est en fait Christopher Froome, qui a été quand même caricaturé à toujours être la tête sur son compteur et ses watts, c'est toi qui lui envoyais des messages en disant respecte cette zone, tu dois développer 320 watts dans 5 minutes. Non, ça se passait pas comme ça. Je pense qu'après, lui, c'était quelqu'un qui était vraiment très intéressé par la data. Et du coup, ça devait aussi le rassurer. Et il savait qu'en gérant son effort vraiment basé sur un nombre de watts donné, ça marchait très bien pour lui. Et donc, il le faisait, et plutôt avec succès, quand on voit son palmarès. Passionnant. Et si on parle du futur, alors le futur, c'est quoi de la data, de la donnée, des algorithmes? Je sais que vous avez développé vous êtes en phase de lancement d'une start-up autour de ça. Ce qui est le futur, très clairement, si vous le développez, c'est que vous estimez que c'est le futur des algorithmes et de la data. Donc, sur quoi vous travaillez et comment vous estimez que ça va révolutionner ou en tout cas innover le monde des algorithmes, de la data, et servir à tout sportif pour, j'allais dire, performer. La performance est très personnelle, mais en tout cas optimiser ses résultats. Sur la partie sur ce qu'on développe avec notre startup Thrive, je pense que on s'est beaucoup inspiré aussi de la révolution qui a été amenée par l'équipe Sky, avec ce concept un peu de gains marginaux,
où je pense que il y a beaucoup de gens maintenant, même au niveau amateur, qui souhaitent vraiment s'améliorer, et pas forcément des compétiteurs. Ça peut être juste des gens qui roulent le dimanche et qui veulent être meilleurs que leurs amis. Tout à fait, exactement. Et ça, un gain de performance, on peut l'avoir de façon digitale avec les bons algorithmes, évidemment. Mais il faut, si on veut vraiment un gain significatif, il va falloir aller agir sur différents paramètres. Et c'est ce qu'on essaye de faire au sein de notre startup avec Kylian, où justement on va se concentrer sur la partie des plans d'entraînement, la planification d'entraînement, parce que ça aussi on peut développer des algorithmes qui permettent d'avoir des choses qui sont vraiment personnalisées à l'utilisateur, qui vont être adaptatifs, donc qui vont permettre en fonction du ressenti de la personne au jour le jour, de s'il est fatigué par exemple, de lui donner une séance un peu plus facile à réaliser. Tout ce qui va être aussi l'aspect nutrition, renforcement musculaire pour éviter les blessures, gagner en puissance aussi, et puis la gestion de l'effort, ça on en a parlé, l'analyse de données, pour vraiment montrer à l'utilisateur quelles sont ses forces et ses faiblesses. Donc je pense que c'est vraiment cet accompagnement complet, à l'instar de ce que ferait un coach. En fait, nous, ce qu'on développe, c'est un coach virtuel. Beaucoup de gens disent qu'ils travaillent sur un coach virtuel. Faut savoir que ce que fait un entraîneur, c'est extrêmement compliqué. Et donc, le reproduire de façon automatisée et digitale, c'est encore plus difficile. Et donc, nous, on travaille là-dessus. Et je pense que on a une expertise et on a vu certaines choses dans les équipes professionnelles qui nous permettent d'avoir les compétences aussi pour le faire. Bon, et on va peut-être passer la parole à Kylian. Parle-nous de ce sur quoi vous travaillez, cette fameuse barre d'énergie. Moi, ça m'interpelle quand je vois que dans le futur, et vous êtes en train d'écrire le futur, on pourra avoir sur son compteur une barre d'énergie. Ça me rend dingue, quoi. Alors, typiquement, c'est bien que ce soit moi qui en parle parce que mon exemple va être parlant. Alors, je suis cycliste amateur. J'ai fait beaucoup de trail par le passé. Donc en Corse, sur le GR20, et je me suis mis au vélo sur le tard. Donc je démarre le vélo, je sais pas gérer mon effort, je pars beaucoup trop fort, et je me retrouve très vite sans énergie, dans le rouge, je peux plus rien faire. Et justement, cette barre d'énergie, donc qui est sur ton compteur, tu l'as sous les yeux, te donne des indications sur comment gérer ta course, gérer ton effort, pour pouvoir ne pas te mettre dans le rouge, et terminer ta course dans les meilleures conditions. Alors depuis que j'utilise cette barre, qu'on la teste et avec Valentin et qu'on la développe, en fait, ça me permet de terminer mes courses sans être dans le rouge. Bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai réalisé ma première course, donc la course des 3 cols, récemment, et je me suis entraîné avec cette barre d'énergie. J'ai fait la course. Ça a managé ton évolution, on va dire ça comme ça. En fait, ça te permet de manager ta course, ton évolution. T'as un plan d'entraînement adaptatif. Si je suis fatigué, je vais pouvoir rentrer. Donc, j'ai mal dormi. Je me sens malade, je me sens pas en forme, sur une échelle de 1 à 10 par exemple, tu vois. Donc tu peux noter ta performance, noter ton état de fatigue, et en fonction de ça, on adapte ton plan d'entraînement. Et en plus de ça, on te permet de le gérer en temps réel. Donc c'est ça vraiment l'intérêt de la barre d'énergie. Non mais c'est incroyable, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet révolutionnaire ? Au total, là ça fait 2 ans, mais en temps cumulé, en temps d'expérience, parce qu'on n'est pas que nous deux, c'est plusieurs années, plus de 6 ans de recherche de R&D. Ah mais ça va être, j'ai hâte de tester, de voir ça, de la manière dont ça peut révolutionner le sport de manière générale. Mais et si je repose ma question, qui est le sujet de l'épisode d'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui un tour peut être gagné avec les algorithmes ? Ça serait quoi la réponse ? Alors, je vais te donner ma réponse, et après je laisse Valentin y répondre. Selon moi, un algorithme ne pourrait pas permettre à un coureur de gagner le tour, puisqu'il y a beaucoup plus que ça. Tu vas avoir tout ce qui est fatigue, nutrition, tu en parlais, motivation mentale, résistance à la fatigue. Et l'algorithme vient en support. La data est là en support, et te permet d'orienter justement la stratégie. Te permet de donner une direction à ce que le coureur va faire. Valentin, selon toi, est-ce que demain, le futur, on espère qu'un jour il soit français dans les années à venir, mais est-ce qu'un Français, grâce à l'algorithme, peut remporter un tour ? En fait, les algorithmes, ils sont partout. On parlait du matériel, on parlait de l'analyse de données, de la gestion de l'effort, de la préconisation de l'entraînement. Les algorithmes, ils sont vraiment partout. Donc, en fait, pour moi, c'est pas réellement la bonne question. La bonne question, c'est est-ce qu'on peut gagner le tour sans algorithme ? Et ça, je pense que non. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis. Clairement, à l'heure actuelle, toutes les innovations technologiques, tout
toutes les stratégies qui sont mises en place, elles reposent là-dessus. Et si tu as une équipe où qu'on interdit d'utiliser tout rapport à la science, même si on lui met les meilleurs coureurs, elle n'arrivera pas à gagner le tour. Ouais. De toute façon, on ne pourra plus revenir en arrière sur ce genre de choses. Mais est-ce qu'il y a... Alors, ça veut dire que... C'est vrai que ça veut dire qu'on renverse le problème. Enfin, en tout cas, on renverse la question. C'est est-ce qu'on peut gagner le tour avec des algorithmes ? Mais la question serait peut-être est-ce qu'on peut le gagner sans ? Et auquel cas, c'est non. Mais ce qui veut dire que... Je vais peut-être un peu loin. Mais est-ce que l'espionnage dans les grandes équipes est présente ? C'est-à-dire que on est bien d'accord qu'on prend les 3 ou les 4 fantastiques qui gagnent tout. Eux, ils sont très très proches, donc ça se joue à des détails, à 5 watts peut-être, voilà, si on parle de watts, mais aussi à une demi-heure de sommeil. Je pense à Van Der Poel qui, lors d'un championnat du monde, avait un peu explosé mentalement parce qu'il y a des enfants qui faisaient du bruit dehors et ils ne pouvaient pas dormir et ça l'avait fait dégoupiller complet, donc l'importance du sommeil aussi. Et il avait raté sa course, d'ailleurs. Est-ce que les équipes, j'utilise un mot un peu fort volontairement, mais s'espionnent entre elles sur de la data ? Savoir quelle équipe utilise quelle data et comment il la fait parler. Bah, là, il y a deux choses qu'on peut dire à ce niveau-là. Évidemment qu'il y a de l'espionnage, mais pas forcément de façon mauvaise. Caché, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est juste qu'on voit que tel coureur maintenant, il a tel équipement, il a telle position, son vélo il ressemble à ça. Et ben, on va essayer de s'adapter à ça. On va essayer de s'adapter à cette stratégie-là. Ça, c'est sûr que c'est mis en place et on le voit d'ailleurs. On parlait des équipes qui étaient un peu pionnières sur ce sujet, Ineos, Jumbo-Visma, et on voit que les autres équipes suivent après la tendance. Donc ça clairement, c'est quelque chose qui est vraiment mis en place. Après, je dirais que un peu le rêve et en même temps le cauchemar des équipes professionnelles, c'est justement lié aux data des coureurs eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel ils sont très vigilants et ils ont vraiment très peur que ces données tombent dans les mains d'une autre équipe. Je pense que, en fait, là-dessus, ça c'est, à ma connaissance, c'est pas réellement encore fait, mais en fait, on aurait tout pour estimer les capacités de tous les meilleurs coureurs du monde, juste en regardant ce qu'ils font sur une course. Ça veut dire que donc tu prends les datas sur une course, t'es capable de dire, lui il peut performer ici, il peut pas performer ici, il va durer tant de temps. C'est ça. En fait, par exemple, je donne un exemple tout bête. Là, ça va être le Tour de France. On va regarder une ascension qui arrive, je sais pas, au col de la Losse, par exemple. On va regarder le temps. Donc ça c'est, on va juste aller regarder la retransmission télé après coup. On va regarder le temps que chaque coureur a mis pour faire l'ascension. On connaît des données de certains des coureurs qui sont dans notre équipe, donc on sait la puissance en watts par kilo qui va sortir, et on peut redéterminer du coup la puissance que chacun des meilleurs coureurs a sorti sur cette montée-là, et on peut comme ça rapidement, avec des montées de différentes durées, reconstruire le profil de puissance de chacun des meilleurs coureurs. Tu parlais des 4 fantastiques, Evenepoel, Pogacar, Vingegaard, etc. Et donc ça veut dire que tu peux très clairement dire, je prends une ascension de l'Alpe d'Huez à 10 secondes près, ce que va faire le coureur aujourd'hui. Oui. Donc si tu le fais sur ton coureur, tu peux et potentiellement le faire aussi sur ton adversaire. Donc ça vient un petit peu à l'analyse dont je te parlais tout à l'heure dans les stades, les équipes qui analysent la stratégie de l'équipe adverse. On pourrait aussi aller sur ce type d'analyse dans les grands tours et dans le cyclisme. Une étape qui arrive en fin de tour, on va dire, mais qui va être décisive, ce qui arrive beaucoup, c'est-à-dire que tu mets une ascension la veille ou l'avant-veille de l'arrivée finale et tu sais que ça va jouer là, bah, si tu calcules et t'observes bien le résultat de ton ou de tes adversaires les 2 semaines qui ont précédé, tu peux avec un gros travail déterminer combien de temps il pourrait mettre et combien de temps va mettre ton coureur. Donc est-ce qu'il faut attaquer avant, un peu plus tard? On arrive à ce niveau-là, tu penses? C'est ça. Bah, après mettre une stratégie qui soit la résultante des observations qu'on a fait, donc des tendances. Est-ce que ce coureur a déjà connaître les capacités de chacun des coureurs, et puis voir aussi comment elles ont évolué sur le tour, et voir donc si la personne le coureur a plutôt tendance à être plus en forme ou moins en forme, et après effectivement le traduire sur le terrain, et notamment avec moi, c'est ma vision des choses. Souvent, on se demande pourquoi il y a des trains en montagne, par exemple. Et en fait, les trains en montagne, ce que ça va permettre, c'est que ça va permettre à des coureurs qui ont un seuil de puissance très élevé. L'idée du train, ça va être d'être tout près de ce seuil-là, pour que les coureurs qui sont en dessous de ce seuil, mais qui ont potentiellement une réserve d'énergie anaérobique plus importante, qui sont plus punchers, bah en fait, ces gens-là déjà puisent énormément dans leur réserve, alors que les leaders, eux, ont quasiment pas touché à leur réserve.
Et au moment où ça joue sur les 2-3 derniers kilomètres, bah, les meilleurs, les leaders, ceux qui sont vraiment des coureurs de grand tour, là, ils ont encore de l'énergie pour accélérer et faire le trou. Mais du coup, il y a vraiment une explication scientifique au fait qu'il y ait des trains des équipes en montagne. Ouais, c'est vrai que tout est paramétré, tout est calculé et on sait pas tout, mais c'est vrai que le travail qui doit être fait dans les équipes est important aujourd'hui. Une équipe professionnelle, c'est combien de data scientists? Ça dépend, il y a des équipes, je pense, qui en ont pas forcément. Après, donc elles n'ont pas de résultats, très clairement, si tu me dis. Je sais pas. Ou alors parce c'est pas que régulier. c'est quelque chose qui peut être externalisé aussi. D'accord, donc okay. Si tu fais appel à un labo de recherche pour toute cette partie-là, c'est pas forcément gênant. Après, t'as aussi des softwares qui existent qui permettent déjà de faire pas mal d'analyse de la donnée. Après, évidemment, si avoir un data scientist aujourd'hui dans une équipe professionnelle ou plusieurs, c'est clairement quelque chose qui apporte énormément et qui est indispensable pour à la fois monitorer et aller calculer des paramètres actuels, mais aussi faire de la recherche future et essayer de déterminer où sont les pistes d'amélioration à venir pour le coureur ou pour l'équipe. Et tu penses que l'algorithme est une des causes de l'augmentation des moyennes, des vitesses aujourd'hui on va de plus en plus vite, hein, très clairement. L'algorithme est la partie intégrante de cette conséquence de vitesse. Toute l'optimisation scientifique de la performance, évidemment, puisque si on s'entraîne mieux, on va gagner quelques watts. Donc ça, pour tout le monde, c'est facile à voir que si on développe plus de watts, on va être plus rapide. Après, si on améliore l'aérodynamisme, même sans développer plus de watts, on va aller plus vite. Et tout ça, ça fait que oui, il y a un gain. Ça fait des sprints à 70 km/h. C'est ça. C'est des chiffres incroyables. Quel est ton mentor aujourd'hui? Quels sont vos mentors à tous les deux? Des gens qui vous inspirent dans ce que vous faites au quotidien? Je pense que ça va être plus lié à l'entrepreneuriat. Après, moi, je dirais ma source d'inspiration que j'ai vraiment pour rester dans le domaine du sport, c'est la Formule 1. Ah ouais, là oui, c'est clair. Parce que là, vraiment, ils ont des équipes d'ingénieurs complètes dans les docks pour aller tout calculer. En fait, pour être franc, la course, les résultats, ils sont déjà connus pratiquement avant que la course commence. Tout est prévu, à quel tour exactement on va changer les pneus. Tout ça, c'est prévu, ça a été simulé. Et je pense qu'un jour, on s'approchera de ça aussi. Sur les vélos, on y est. D'ailleurs, il y a beaucoup d'équipes de Formule 1 qui se sont associées à des équipes cyclistes pour avoir un impact sur la géométrie du vélo et la conception du vélo, pour l'aérodynamisme notamment. Ouais. Et ça, c'est génial. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les pneus, dans le vélo, le revêtement... Moi, je pense que même sur les chronos, ça doit probablement être calculé. C'est-à-dire quel type de pneus, quelle pression, ça très clairement. Parce qu'en fonction du poids de chaque coureur, la pression, le revêtement, l'asphalte, l'humidité. Donc là, on a des délires en termes d'algorithme. Et s'il y avait un coureur, est-ce que tu as déjà eu devant toi les datas d'un coureur où tu as été bluffé? C'est-à-dire que là, tu t'es fait waouh, là, on a affaire à un champion. C'est-à-dire, le mec, physiologiquement, il a un truc en plus, quoi. Ou deux même, tu vois. La première fois que j'ai vraiment eu accès aux données de l'équipe Sky. Où tu t'es dit, non, il y a une erreur, en fait. En particulier, Christopher Froome. J'avoue que c'était des données qui étaient ahurissantes. Parce que moi-même, je fais du vélo à assez bon niveau. J'ai couru en première catégorie. Et c'était des données qui étaient, je fais exactement la même taille que Christopher Froome. Bon, il devait faire déjà 6-7 kilos de moins que moi, alors je pense pas que j'ai énormément de poids à perdre. C'est vrai, je confirme. Et il sortait des puissances, il sortait 30-40% de puissance de plus que moi. C'était délirant. Et là où, en fait, ce qui m'a le plus impressionné, c'est ça d'une part, mais surtout de voir, parce que j'avais accès à toutes les données de l'équipe, de voir la différence qu'il y avait, en fait, entre le moins bon coureur professionnel de l'équipe et Christopher Froome et le moins bon coureur de l'équipe. Et en fait, il y a plus d'écart entre le moins bon coureur professionnel de l'équipe et Christopher Froome qu'entre moi et ce moins bon coureur de l'équipe. Et je l'ai trouvé ça, mais d'une façon très marquée. C'était pas pratiquement la même chose. Il y avait une vraie grosse différence. Donc c'est là qu'on voit à quel point les champions sont exceptionnels. Ils ont un truc en plus. Très clairement. Et tu parlais du poids. Moi, ça me fait penser à un sujet. Est-ce que l'algorithme peut agir en prévention? Notamment la perte de poids, parce qu'effectivement ils sont très affûtés, mais ma question c'est, est-ce que l'algorithme, là on parle de performance, de développer, d'optimiser, mais est-ce qu'aussi l'algorithme peut faire en sorte qu'un coureur gagne le tour ou le perdre avec un algorithme sur ça, justement, sur de la prévention? Prévention, je sais pas si c'est vraiment l'alerte en fait, une alerte. Ce qui est sûr, c'est que le poids, c'est un sujet majeur de la performance. Et on l'a vu notamment, je pense à Bradley Wiggins, par exemple, qui a perdu énormément de poids pour gagner... Qui les a repris depuis. C'est ça.
pour gagner son tour de France. Et il l'a reconnu lui-même que c'était extrêmement contraignant c'est dur, c'est traumatisant. D'avoir perdu ce poids-là. Après, là où je pense qu'il peut y avoir un vrai algorithme au niveau du poids, c'est justement savoir jusqu'où descendre. Parce que voilà, c'est ça en fait ma question, c'est jusqu'où descendre parce qu'à un moment donné tu bascules et là tu perds en puissance en fait, c'est contre-productif, tu vois. C'est ça. De toute façon, assez rapidement, pour des coureurs professionnels, peut-être analysé. Quand ils vont perdre du poids, quand ils vont perdre des kilos, ils vont perdre des watts. Ça, c'est pas forcément gênant parce que le gain de poids peut compenser ça dans les ascensions. Jusqu'à une certaine mesure, parce que même si on continue à gagner un peu en côte, si on perd beaucoup en puissance, sur le plat, donc dans les contre-la-montre, on va perdre beaucoup de temps. Donc là, il y a un compromis à trouver. Je pense que pour développer un algorithme et un modèle à ce niveau-là, c'est quelque chose qui serait très compliqué. Et là, par exemple, le recours à l'intelligence artificielle aurait vraiment du sens. Ça veut dire d'aller nourrir un algorithme de machine learning. Donc la façon dont ça fonctionne, un algorithme de machine learning, c'est un modèle prédictif. Donc on va lui rentrer tout un tas de données, des données qu'on dit labellisées. Donc on sait que par exemple à ce poids-là, ce coureur-là, il gagnait encore en performance. Et ça on va le faire sur énormément de coureurs. Et ensuite on va entraîner le modèle qui va pouvoir faire des prédictions. Donc on va lui dire voilà, ce coureur avec ce poids-là, qui a dormi de cette façon-là, qui s'est entraîné de cette manière-là sur les 6 derniers mois. Est-ce que si on lui enlève 1 kilo, il reste encore performant ou au contraire il va perdre en performance? Ça, c'est pas quelque chose qui existe encore à l'heure actuelle, mais ça montre, c'est tout à fait faisable de faire quelque chose comme ça, et ça montre qu'il y a encore de la marge de progression sur l'optimisation de la performance. Ah, génial. Tous ces sujets-là sont passionnants. On arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter ou une réponse à une question que je vous aurais pas posée? Est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez faire passer? Moi, je pense que c'est souvent une remarque qu'on me fait ou aussi sur un peu le danger des algorithmes c'est dommage parce que ça pervertit le sport, c'est moins intéressant, etc. Donc là peut-être je pourrais apporter une réponse. Je pense que c'est, comme j'ai dit, on est encore au balbutiement et du coup ça fait que c'est utilisé d'une manière qui peut-être nuit au spectacle. Et je donne l'exemple, je pense un jour on n'arrivera pas loin de ça, où on pourra prévoir la course, le résultat de la course quasiment avant qu'elle ait lieu. Et donc on peut se dire ça va être super ennuyant parce que tel coureur il va savoir de telle équipe il va savoir qu'il va devoir prendre le relais à ce moment-là. Ouais. Et pour les organisateurs c'est un casse-tête aussi. Ça va être tel coureur qui va gagner. Mais en fait je pense que ça c'est une façon de voir les choses mais qui est pas totalement complète parce que ça veut dire que si les courses elles peuvent être prévues directement à l'avance sur une stratégie classique, en fait, les gens qui n'ont pas de chance de gagner, ils vont devoir mettre en place des nouvelles stratégies. Pour perturber ça. Et peut-être attaquer à 80 km de l'arrivée. Et ça peut rendre, à mon sens, le cyclisme encore plus intéressant. Qui sont effectivement très très lointaines, ouais. Des coureurs, même des grands champions qui attaquent à 50 bornes, 60 bornes, 80 bornes, ça va vachement être intéressant. Et après, ça, je l'ai dit pendant le podcast, mais je pense aussi que ça doit rester une aide à la décision. Ça doit pas remplacer la décision. Ça doit être quelque chose qui nous permet d'avoir un éclairage peut-être différent et de prendre une décision qui peut potentiellement être différente. Mais c'est dangereux si ça remplace totalement la décision et si ça remplace l'aspect humain aussi qui fait que c'est ce qui nous fait vibrer au final dans le sport. Très clairement, très clairement. Et toi, si tu avais quelque chose à ajouter? Alors, pour moi, sur la partie algorithme scientifique du sport, je trouve qu'on est, comme disait Valentin, encore aux prémices et que c'est un sujet qui est particulièrement intéressant parce qu'on va pouvoir les creuser sur plein de pans du sport différents, notamment actuellement sur le sommeil. Et ça, c'est quelque chose qui serait intéressant de faire de la recherche, notamment sur comment se reposer de la façon la plus optimale quand tu es un sportif en plein Tour de France, par exemple. Comment tu dois dormir, à quel moment tu dois prendre tel ou tel aliment, et en fait développer des modèles qui te permettraient, en plus des modèles qui vont aller calculer l'aérodynamisme du matériel, du cycliste, comment tu dois courir, comment tu dois rouler, coupler ces modèles et en faire un super modèle pour avoir un gros support au niveau de l'entraînement. C'est intéressant. Très très intéressant. Quand est-ce que sort votre application ? Alors l'application, là on est en train de travailler dessus et on sortira une première version mi-juillet. Il y a peut-être un site ou une landing page où on peut avoir des infos. Alors justement, on est en train d'établir un partenariat avec certains influenceurs. Donc je ne citerai pas de nom pour l'instant, mais voilà. Et donc on aura une waitlist pour s'inscrire durant le Tour de France sur notre application. Et comme ça, lorsque l'application sortira,
on pourra vous envoyer un mail et directement vous inscrire à l'application. Et vous pourrez commencer à tester et nous aider à développer une application qui correspond aux besoins donc du cycliste amateur, voire au cycliste qui fait aussi de la compétition et qui envisage de devenir un jour professionnel. Génial. Voilà. Génial. Un grand merci à vous. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Hein. Pas sûr. Alors, on pourrait rentrer dans des... Mais j'ai peur qu'on perde des auditeurs si on commence à creuser. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est vrai que tous ces sujets-là me passionnent parce que ça permet d'avoir un impact, en tout cas, sur un résultat, sur un comportement, sur une stratégie, sur une performance. Donc un grand merci à vous de vous être rendu disponible aussi rapidement. On va suivre donc le Tour de France et la mise à dispo, en tout cas, de la possibilité de pouvoir tester votre application. Mais en tout cas, pour les auditeurs, j'espère qu'on vous aura donné quelques indications. À vous de vous faire une réponse désormais. Est-ce qu'un grand tour peut être gagné grâce aux algorithmes ou non? N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux, à commenter cet épisode et surtout à le partager. Un grand merci à vous et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. Merci beaucoup. Merci à toi Arnaud. Au revoir.